70% des activités de production sont réalisées par les femmes. Pour autant, elles n'ont pas accès au foncier, elles n'ont pas accès au crédit, elles sont totalement peu visibles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions les concernant. Par rapport à la question du genre, nous savons que, selon les statistiques, que plus de la moitié de nos producteurs, nos parents qui sont dans les campagnes, qui sont engagés dans notre système de production agro-silvo-pastorale de subsistance, sont des femmes. Et du coup, comme la majorité des exploitants sont des femmes, il faut s'attaquer aux problèmes qui freinent, qui font que les femmes n'avancent pas bien dans ce système de production. La problématique de la nutrition, aujourd'hui on sait que toute la dimension équilibre donc des aliments ou des nutriments qui sont donnés aux enfants, il faut impérativement impliquer les mères des enfants, donc forcément ce qui nous amène donc à impliquer également la dimension genre dans toutes nos interventions. Pour ce qui est du domaine de la transformation, beaucoup de contraintes existent. Au niveau, je dirais, au niveau des facteurs de production même, accès à l'eau, l'énergie. Les femmes, elles sont généralement cantonnées dans leur maison pour pouvoir faire des activités économiques. Elles sont extrêmement actives, ce sont elles qui réalisent toutes, aussi bien en aval qu'en amont des chaînes de valeur des filières. Elles sont présentes dans la transformation. 95% de la transformation du riz de l'étuvage est réalisée par ces femmes. Un chiffre, chez nous, il s'agit de plus d'1 million de tonnes de riz qui sont transformées par ces femmes, qui n'ont pas accès au crédit, qui n'ont pas accès à des fonds de commercialisation. Elles le font à travers des tontines. Et donc c'est urgent de prendre en compte la dimension genre dans l'agriculture, aussi bien des femmes, mais que des jeunes. Mais dans ces jeunes, il y a des jeunes femmes également. Les outils que nous avons ne nous permettent pas de dire que dans telle zone, nous avons un certain nombre de femmes ou un nombre d'hommes en insécurité alimentaire. C'est la population globale qu'on peut déterminer. Maintenant, c'est à la suite de la production de l'information qu'on peut faire le ciblage sur le terrain et déterminer quelle catégorie de personnes est concernée par l'insécurité alimentaire. Pour la production, qui produit, on n'a pas ces informations. Au niveau du marché, qui vend, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes? S'il y a par exemple des catastrophes comme des incendies ou bien des inondations, la sécheresse, qu'est-ce qui est beaucoup plus concerné? Est-ce que ce sont les hommes qui sont concernés ou les femmes? Donc c'est déjà les informations de base qui devraient être désagrégées entre hommes et femmes avant même que l'analyse cadre harmonisée puisse les reprendre et aussi puisse déterminer le nombre de vulnérables entre hommes et femmes. Il faut que la recherche donne du crédit aux femmes, que la recherche nous aide à identifier ce que nous représentons dans les différents secteurs, que ce soit agricole ou économique, ou ailleurs, même scolaire. Pourquoi nous n'avons pas la possibilité de payer les chercheurs pour faire des analyses sur les sujets prioritaires regardant l'agriculture? Donc à ce niveau, si on avait par exemple ces chiffres, c'est la recherche qui nourrit l'action. Avec les données désagrégées par sexe concernant les femmes, on pourrait mener des actions plus pointues. Regardez dans quelle zone de l'Afrique de l'Ouest il y a plus de choses à faire. Dans quelle zone de l'Afrique de l'Ouest il y a des exemples à suivre. Dans quelle zone de l'Afrique de l'Ouest les femmes sont plus menacées dans leur liberté seulement d'aller au travail. Il y a des femmes qui ne sont pas libres pour aller travailler. Beaucoup de choses. La première, je pense, c'est l'éducation. L'éducation de base, l'éducation professionnelle. Il faut que les femmes soient mieux éduquées, s'instruisent, restent à l'école, puissent être formées comme l'ensemble des garçons dans notre région.
L'essentiel, c'est que les filles aillent à l'école. Il faut tout faire pour que les parents comprennent qu'ils ont intérêt à envoyer leurs filles à l'école, ne fût-ce qu'à l'école primaire, même si elles sont destinées à être agricultrices, ce seront de meilleures agricultrices et elles pourront mieux protéger leurs parents dans leurs vieux jours si elles ont été à l'école, si elles sont alphabétisées, si elles ont fait ne fût-ce que l'école primaire. Bon, le problème, c'est que, vous savez, les femmes, même en tant que chef de ménage, elles n'ont souvent pas accès aux services de vulgarisation, à la formation pour mettre en œuvre ces pratiques. Et par exemple, l'exemple du goutte à goutte dont on vient de parler, elles sont tellement, du fait de la pauvreté, elles ne peuvent pas accéder à ce genre de technologie et les mettre en œuvre de façon donc aussi à contribuer à l'effort global pour assurer la sécurité alimentaire. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on devrait pouvoir résoudre, permettre à ces femmes chefs de ménage d'avoir accès aux technologies. Il faut organiser par exemple ces femmes qui sont déjà en groupement ou en association, les organiser en coopérative de production, renforcer leurs capacités par les formations relativement aux activités d'adaptation aux effets du changement climatique. Il y a aussi le savoir-faire local qu'il faut valoriser. Que les uns et les autres qui appuient le monde rural comprennent que les femmes aussi ont des besoins spécifiques. Par exemple, les femmes, il faut qu'elles aient moins de pénibilité dans leurs travaux pour qu'ils puissent avoir le temps pour faire par exemple des activités productives qui leur permettent non seulement d'améliorer leur bien-être, mais le bien-être de toute la famille. Donc il faut qu'elles s'instruisent, il faut qu'elles s'occupent aussi, parce qu'il faut alléger les travaux qui sont dévoués aux femmes, destinés aux femmes. Un autre problème relatif aux femmes, c'est que les jeunes filles qui sont données en mariage à des âges très précoces, c'est pas une bonne chose, c'est très mauvais. Il faudrait qu'on en finisse avec ces pratiques, parce que les jeunes filles n'ont pas l'occasion d'aller à l'école, d'apprendre et d'obtenir des diplômes assez suffisants pour leur permettre de mener une vie décente. Et elles peuvent se marier quand elles le veulent, à 18, 19, 20 ans, mais si jamais l'époux ne les intéresse pas, elles peuvent lui dire « thank you very much », merci beaucoup, bye bye, parce qu'elle peut s'autosuffire. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on en finisse avec les vieilles pratiques. Nous sommes au XXIe siècle, il n'y a pas de raison que nos jeunes filles soient toujours soumises à de tels comportements. Il est vrai qu'il y a toujours les contraintes socio-culturelles qui font que la femme, elle est toujours à l'arrière-plan lorsque nous parlons d'organisation économique. Mais aujourd'hui, il faut voir également qu'il y a une évolution, et au niveau des villages comme au niveau de la zone urbaine, les femmes s'organisent elles-mêmes, elles créent des organisations, des groupements, et à travers ces groupements, nous pouvons aider les femmes à travers les formations et également les disponibilités, les conditions favorables pour que leur activité puisse progresser. Il faudrait donc rendre, si vous voulez, les services de vulgarisation plus attrayants pour les femmes. Il faudrait que les connaissances, n'est-ce pas, adéquates soient transmises, rendues à temps aux femmes. Il faudrait qu'on encourage les femmes à faire de la transformation. Nous avons également au niveau même de la technologie, et cela, à travers également des formations, on peut également améliorer les compétences des femmes dans l'amélioration même de la productivité de leur activité. Alors, tant de choses qui sont possibles à faire, et je pense qu'à travers les organisations professionnelles fêtières de référence, des appuis peuvent être accordés au plan institutionnel de ces organisations fêtières pour davantage soutenir les activités économiques des femmes. Dans le système classique de financement, il faut avoir des garanties. La femme n'ayant pas souvent le foncier, n'ayant pas souvent un patrimoine à nantir,
elle a plus de difficultés à avoir le crédit parce qu'elle ne peut pas faire la preuve d'un certain nombre d'éléments de garantie. C'est pour ça que le gouvernement, en mettant en place des facilités financières, a ciblé particulièrement ces femmes-là avec un certain nombre d'arrangements financiers qui leur permettent d'avoir le crédit malgré leurs conditions. Tout ça là contribue à faire de l'inclusion financière et à repousser les limites de la pauvreté. Non, il y a un système qui est totalement pour les femmes, c'est la microfinance. Et donc, ça s'est développé rapidement dans les 25 ans, et des montants importants. Et c'est vraiment les femmes qui sont les clientes. Et elles-mêmes, il y a des femmes qui ont même créé des mutuelles, des groupements de femmes, qui ont fait des mutuelles d'épargne et de crédit. Donc, par contre, auprès des banques, elles sont moins présentes parce que c'est très compliqué, parce que la microfinance a joué sur la proximité, tandis que les banques sont un peu loin. Donc la microfinance s'est installée autour des villages, dans les gros villages, autour des marchés hebdomadaires. Donc elles ne prennent pas souvent des crédits pour équipement, des charrues, des semoirs. Hein. Elles sont vraiment dans le petit commerce. Voilà, donc il y a une répartition genre dans le crédit, dans les activités. Le microcrédit est la réponse première. Il faudrait mettre d'autres outils. Parce que ces femmes dont je viens de vous parler, lorsqu'on parle de microcrédit, on parle de petits financements. Mais ce sont des femmes qui brassent des millions de francs de chez nous et qui ont besoin d'un crédit plus substantiel, plus consistant. Et il faudrait penser à d'autres instruments financiers qui répondraient à ces besoins. Et je crois que le Maroc a fait d'énormes efforts à ce niveau-là et des pays d'Afrique de l'Est également sont précurseurs. Il serait bien que nous, en Afrique de l'Ouest, nous puissions nous inspirer d'expériences réussies par ailleurs. La contrainte, c'est l'accès au financement. Le financement, il faut nécessairement avoir les conditions de garantie. Et ces conditions de garantie, généralement, la femme n'a pas, comme on dit, les sûretés réelles pour aller présenter comme garantie et obtenir le financement qui soit adéquat pour le niveau de son exploitation. Alors, à ce niveau également, des dispositions doivent être prises pour qu'un fonds d'appui à l'investissement au niveau des activités des femmes puisse également leur permettre d'avoir une facilité, des lignes de crédit spécifiques qui leur permettent de pouvoir disposer de ces financements. La sous-représentation vient d'une cause sociologique très profonde en Afrique. Parce que si les femmes ne sont pas parties à l'école pour avoir les mêmes diplômes et les mêmes connaissances que les hommes, on ne peut pas prendre une femme illettrée et la bombarder ministre. C'est la raison pour laquelle il y a un déséquilibre déjà dès le début du point de vue de l'instruction. Mais ce n'est pas tout. Même au niveau de l'Assemblée où l'instruction n'est pas obligatoire, nous voyons des hommes qui arrivent à l'Assemblée illettrés et ils sont toujours plus nombreux que les femmes. Nous avons la loi de la parité, par exemple, chez moi, au Sénégal. Mais ça n'a pas changé les choses. Parce qu'elles sont beaucoup plus profondes qu'une loi seulement et un décret. C'est un comportement de tous les jours et ces changements de cette nature prennent le temps de plusieurs générations, c'est-à-dire 25 ans. Donc nous, ce qu'on demande actuellement, que ce soit au RPCA, à l'UEMOA, à d'autres, c'est de faire en sorte que les femmes soient plus présentes. Même si elles ne sont pas nécessairement des universitaires, elles ont des choses en tête. On peut se dire, oui, on n'a pas besoin que les femmes soient là pour qu'on pense à eux, mais les faits sont là, les réalités sont celles qu'elles sont. C'est que quand on n'est pas là pour défendre sa position des fois, alors on la prend pas pour vous. Aller au-delà du genre, le fait même de dire genre, je pense que c'est déjà, ça discrimine un peu. On devrait dire que les femmes font partie de tout, déjà depuis la prise de décision. Le problème de la représentativité des femmes pose d'énormes difficultés. Et nous, SILS, nous sommes en train de nous atteler sérieusement pour encourager les femmes d'abord à appliquer
Et j'ai demandé une fois au directeur des ressources humaines, j'ai dit, regardez dans cette salle-là, qu'est-ce que vous voyez? Quand les gens ont cherché de midi à 14, j'ai dit, non, il n'y a aucune femme. En Afrique de l'Ouest ou en Afrique de manière globale, l'éducation de la famille, c'est les femmes. Souvent, c'est difficile pour une femme, une jeune femme, qui a des enfants à bas âge, de pouvoir s'absenter longtemps, aller en mission, participer comme ça dans des forums internationaux alors qu'ils ont des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans à la maison. Si elles ne sont pas soutenues par les maris, elles n'ont pas les moyens d'avoir aussi de l'aide à la famille, pour s'occuper de leurs enfants pendant leur absence, c'est difficile pour elles de pouvoir faire tous ces déplacements, de pouvoir participer et pouvoir s'affirmer. Parce que aussi, pouvoir s'affirmer comme ça, c'est que vous êtes dans la dynamique pendant longtemps et vous êtes reconnu comme quelqu'un de valable sur le plan technique. Les gens ont confiance en vous pour vous permettre d'avancer. Mais les femmes, quand elles sont jeunes, c'est difficile vraiment à l'heure actuelle. C'est beaucoup plus que les hommes puissent aussi bien comprendre que les femmes elles-mêmes s'assument aussi. Donc nous allons encourager à l'annonce, nous disons bel et bien que les femmes sont encouragées à appliquer et si vous voulez, expérience égale, même un diplôme légèrement en deçà de celui de l'homme, moi je le dis, je vais apprendre une femme parce qu'il faut diversifier, il faut promouvoir, il faut les supporter, il faut leur donner l'occasion de venir et apprendre afin qu'elles puissent, si vous voulez, être plus rentables dans leur foyer et aussi dans la société, dans le développement de cette Afrique. Une question de formation, c'est une question également d'encadrement pour permettre à la femme de pouvoir s'exprimer. Et c'est une dynamique qui relève également de la ferme volonté des femmes elles-mêmes qui prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la société et elles doivent s'équiper, se former et être entreprenantes pour pouvoir avancer. Les difficultés, il y en aura toujours, aussi pour les hommes que pour les femmes, mais davantage pour les femmes parce que la femme a beaucoup plus de contraintes. Je l'ai constaté hier avec beaucoup d'amertume de voir qu'il y avait si peu de femmes représentées au niveau du RPCA et je crois qu'il va falloir changer cette donne-là. Au niveau même des instances des producteurs, nous voyons M. Sissoko, on aurait aimé le voir accompagner d'autres femmes ou être même que ce soit une femme qui vienne représenter ce paysanat africain, d'Afrique de l'Ouest, et aussi les instances dirigeantes. Je crois qu'il est important de faire ce changement-là. Il est utile, il est même indispensable parce que ce sont elles qui sont les premières concernées en cas de crise, dans le cadre de la production, ce sont les premières qui sont en ligne de front. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une société qui a beaucoup évolué. Et il s'agit de pouvoir également permettre à la femme de contribuer au développement de nos pays. L'exploitation familiale, elle est dirigée, elle est patriarcale. Donc ce sont les hommes qui sont à la tête, mais à l'intérieur de la famille, il y a quand même, économiquement, il y a, par exemple, quand tu prends l'élevage, alors il y a d'abord que le monsieur comme madame ont des vaches. Et tout le monde sait qu'est-ce qui appartient à qui. Deuxièmement, les hommes font l'élevage, c'est-à-dire c'est eux qui suivent les troupeaux, c'est les femmes qui gèrent le lait. Donc il y a des mécanismes de cogestion. Quand tu pars dans le cadre de la production de riz, les hommes font le riz de plateau, les bas-fonds sont pour les femmes. Bon, évidemment, cela ne veut pas dire que tout est égal, mais quand même il y a des mécanismes de cogestion, de compréhension et de partage. Par exemple, dans l'élevage encore, l'agriculture familiale, les petits ruminants, c'est principalement pour les femmes. L'aviculture familiale, ce sont les femmes. Et également, bon, on n'est plus dans le temps où toutes les ressources financières sont gérées par les maris. Les femmes aujourd'hui ont des activités, gèrent leurs activités, gèrent leurs fonds.
elles décident d'acheter, de ne pas acheter. Et il y a donc, elles font des investissements, des investissements économiques, je veux dire. C'est-à-dire elles peuvent vendre des petits ruminants pour acheter des vaches. Il y a même des femmes qui cherchent des terrains pour construire. Et il y a des femmes qui achètent avec d'autres femmes un moulin à 1000, etc. Donc on n'est plus au temps où c'était les hommes seulement qui sont dans les affaires. Bon, mais il reste toujours vrai que la dominance masculine, ce n'est pas encore totalement effacé. Mais ce n'est pas du tout comparable il y a 20-30 ans, quoi. Il y a des grands progrès. Et comme le monde ne change pas en un jour, il faut tout simplement renforcer ça. 1947, lors de la première réunion des femmes en Afrique, à Tananarive, c'était la première réunion que les femmes ont tenue. Elles demandaient à parler, elles demandaient à s'asseoir. Les revendications ont évolué. Maintenant, je n'ai pas besoin de permission de mon mari pour voyager ou pour aller à l'angle rendre visite à ma tante. Donc les types de demandes et les types de besoins ont changé. Et effectivement, ça a pris le temps des générations. Par exemple, je rêve que dans 25 ans, les jeunes de cette nature, de cet âge, vont demander d'autres types de revendications, et parce que simplement les revendications de ma génération auront été résolues. Tout le monde dit, tout le monde convient que en Afrique subsaharienne, c'est la femme qui se trouve le plus souvent au champ, c'est elle qui est la plus créatrice par rapport à chercher des solutions pour soutenir sa famille. Il est grand temps qu'on s'occupe de ce problème-là, et sans l'autonomisation des femmes, nous ne pouvons pas avancer assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est inacceptable que ces jours-ci, on ne puisse pas régler ce problème-là afin que les femmes puissent décoller. L'entrepreneuriat féminin n'est pas encore très développé, mais de plus en plus, des jeunes s'orientent dans ce domaine, et je pense que l'avenir, bon, vous savez, aujourd'hui, la femme sait qu'elle a un rôle à jouer, et ce secteur de l'entrepreneuriat intéresse également beaucoup de jeunes qui s'y engagent. Nous avions une direction du genre au niveau de la commission de l'UEMOA, et dans le cadre de l'approche multisectorielle, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous associons cette direction du genre de façon à nous permettre de prendre en compte l'aspect genre dans toutes nos interventions. Contribuer à améliorer le niveau économique, le pouvoir économique de la femme, c'est vraiment changer le visage de nos pays. Et tant que l'Afrique n'aura pas compris que l'essentiel de sa subsistance en termes d'activité, de revenus, d'apport dans la société revient aux femmes. Et c'est les femmes qui sont à l'origine de tout ça. Y compris notre modèle de vie repose sur les femmes. Tant qu'on ne l'aura pas compris, on passera toujours à côté du développement.